cette espèce de temps du « il était une fois », un non-temps, un non-lieu. La capacité des mots et des images à raconter des histoires complémentaires. Le fait que je retourne au livre d'artiste aujourd'hui est d'une cohérence infinie avec l'ensemble de ma vie d'enfant. Je faisais énormément de livres d'histoire. J'allais au Dollarama, je m'achetais un cahier, là, je changeais la couverture. Après ça, j'écrivais mes histoires, j'intégrais des images. Donc, j'ai toujours écrit, j'ai toujours dessiné. Je m'appelle Audrey Wilhelmy, je suis écrivaine d'abord et je commence une pratique en art visuel où je me consacre beaucoup aux livres d'artistes. Je viens de la région de Québec, du côté banlieue à Cap-Rouge, puis après ça, j'ai été vivre 15 ans à Montréal, puis j'ai déménagé dans la Naudière juste avant la pandémie. J'ai fait mon bac, ma maîtrise, mon doctorat en littérature dans le but d'écrire. Donc, c'était vraiment pas pour faire de la recherche spécifiquement, c'était pour faire de la création, puis c'est ce que j'ai fait. Mon univers est inspiré beaucoup des contes, mais on n'est pas dans un univers qui est fantastique ou l'univers des... C'est des romans, vraiment des romans, qui se situent dans un non-temps, un non-lieu. Donc, vraiment des endroits qui font écho à « il était une fois ». Mais si je dis ça, tout le monde a une idée de quel temps on parle, mais c'est un temps qui n'a jamais existé, puis qui réfère à aucun lieu non plus. Donc, c'est cette espèce de temps du « il était une fois » qui habite mes romans, puis qui me permet, parce que c'est pas réaliste, parce qu'on n'est pas dans le quotidien, d'explorer beaucoup la question des tabous, des pulsions aussi, de l'animalité de l'humain. Il y a la sphère sociale, puis il y a la sphère naturelle ou animale qui habite les corps, les impulsions. Puis c'est beaucoup cette espèce de friction, dans le fond, entre les deux, entre ce qu'on voudrait être socialement, puis ce qu'on est plus instinctivement, qui m'intéresse. Tous ces livres-là sont un peu une sorte d'illustration d'un rapport à la nature plus instinctif, plus primaire que celui qu'on a aujourd'hui. Os, dans le fond, c'est mon mémoire de maîtrise. C'est un livre qui est très particulier parce qu'il parle beaucoup de violence sexuelle, mais qui est comme une sorte de violence qui est consentie en même temps. Puis même, tu sais, il y a une question d'agression, mais on ne sait plus vraiment si la victime est victime ou pas. Donc, c'est pas un livre que nécessairement je réécrirais exactement de la même façon aujourd'hui, mais quand j'ai décidé d'écrire Os, j'ai été voir mon directeur de maîtrise, puis j'ai dit « J'ai jamais rien vécu de ma vie, comment je vais faire pour écrire? » Puis il m'a dit « Bien, ça, c'est quelque chose que tu as vécu dans ta vie. » Fait que, tu sais, il dit « Tu peux parler de la violence d'une façon que quelqu'un qui l'a vécu intimement pourra jamais le faire. » Fait que j'avais jamais pensé à cette espèce de renversement-là. Puis, grâce à ça, je me suis mis à vraiment travailler la question d'une sorte d'amoralité qui fait en sorte, donc, pas ni moral ni immoral, vraiment amoral, qui fait en sorte que le texte présente les choses comme des faits, puis c'est au lecteur de décider un peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Puis avec cette histoire d'agression, non-agression, de provocation, beaucoup, puis tout ça, bien, ce qui m'intéresse, c'est de placer le lecteur dans une position où, d'habitude, il se dirait « ça, c'est mal ». Mais que là, devant cette situation spécifique mise en scène, mais ça devient tout à coup un petit peu moins clair. Fait que c'est d'amener un peu le lecteur à questionner ses a priori, puis à se dire « OK, mais moi, d'entrée de jeu, puis je suis d'accord avec eux, là, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, OK? On est d'accord? Mais là, tout le texte est là pour... Ça n'a pas de bon sens, mais ça se comprend, tu sais, dans la structure de comment c'est arrivé. Fait que c'est beaucoup ce travail-là qui, quand il m'a dit « c'est une façon personnelle de parler des choses », c'est comme si ça a ouvert tous les possibles de ma pratique à partir de là. Tout ce parcours-là a été comme une sorte d'enchaînement d'évidence. C'est sûr que être publié chez Grasset en France, quand c'est arrivé, ça c'est extraordinaire. Ça, c'était un grand, grand moment de surprise et d'émerveillement et de « oh my God ». Les
Les arts visuels ont aussi toujours fait partie de ma démarche de création. C'est juste que c'était une partie qui était plus pour moi. Pendant 15 ans, ça a été plus anecdotique. À partir du moment où j'ai habité ici, ça a commencé à prendre de plus en plus de place. Je me suis aussi beaucoup formée en art. J'ai commencé par faire des formations en impression artisanale. Donc vraiment les caractères, imprimer des lettres en plomb, des lettres en bois pour faire du texte. Puis après ça, je me suis rendu compte, OK, c'est le fun, mais essentiellement, c'est reproduire du texte que je peux imprimer sur Word. C'est pas la même texture. Il y a plein de jeux qu'on peut faire qui sont intéressants, mais moi, l'image m'intéresse là-dedans. Fait que j'ai appris à faire de la gravure. D'abord, de la linogravure, qui est de la gravure en relief, pour s'initier à la gravure, c'est vraiment la chose la plus facile à faire parce que le matériau est mou, puis il se coupe super bien, puis on réussit à faire des traits précis dedans. Ça, c'est un projet de linogravure de très grand format. C'est un livre d'artiste qui, techniquement, va en contenir 6 robes différentes. C'est un long chantier. Ça fait quelques mois déjà que j'y travaille et je vais continuer probablement pour quelques mois encore. C'est un collage de différentes images que j'ai ramenées au stade de dessin. Donc, c'était des vêtements que j'ai ramenés au stade de dessin. Après ça, j'ai intégré des dentelles que j'ai numérisées qui viennent de différentes dentelières en bonne partie de la région. Il faut que je teigne le linoléum parce que tout le linoléum est de cette couleur-là au départ. Après, je fais un transfert d'images. Vous voyez, là, celui-là, je viens juste de faire un transfert d'image dessus. Il n'a pas commencé à être creusé encore, puis c'est pas 100% bien passé. Après, vient le temps de graver à proprement parler. Le dernier temps de ça, ça va être de l'imprimer. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la capacité des mots et des images à raconter des histoires complémentaires. Donc, je veux pas nécessairement que ce soit illustratif. Je veux que ça appartienne au même monde, à la même effervescence, mais que ça dise des choses différentes, même si les mots et les œuvres sont rassemblés dans un même objet livre, dans le fond. La dimension vestimentaire est aussi un élément qui, je pense, fait partie de ma démarche artistique. Je ne sais pas où le placer exactement. Tu sais, comme je disais, j'écris sur un nom-temps, un non-lieu. Ma maison appartient aussi à ce nom-temps, ce non-lieu. Mes vêtements aussi. Tu sais, je veux dire, c'est des choses que je fais, que j'achète, mais qui appartiennent à différentes sphères historiques. Il n'y a rien de cohérent dans tout ce qui est ici, là. Cette juxtaposition-là est finalement au cœur de l'univers que je construis. Puis ça me permet de l'expérimenter aussi au quotidien. Fait que c'est plus facile d'entrer dans mon monde à partir du moment où tous les objets autour de moi peuvent y faire écho, y compris le linge. La question des médias sociaux m'occupe aussi. Tu sais, ça fait partie d'une autre branche de cette espèce de pratique-là. Parce que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le dialogue avec les gens qui voient comment on crée. Qu'est-ce que ça... En fait, finalement, c'est plus le faire que l'objet qui m'intéresse, dans le fond. Puis c'est aussi cette espèce de démarche-là qui m'intéresse de partager, plus que, d'après ça, trouver une finalité à l'objet. L'objet, une fois qu'il existe, il existe, puis c'est correct, il est comme clos. Mais ça fait que c'est une pratique qui est un peu pas très bien définie. Les matériaux que j'utilise sont très connotés à la féminité, à l'artisanat. J'essaie de leur faire dire beaucoup plus. Par exemple, je travaille avec les dentelles. Mais tu sais, une grande dentelle, je suis en train de faire ça en ce moment, qui est brodée sur un canevas à tapisserie, par exemple, qui au départ est de sa couleur naturelle et qui progressivement s'en va vers du rouge sang. Bien, elle raconte une histoire toute seule parce que la progression visuelle dit quelque chose. Donc, ce genre de travail sur la violence et la féminité, qui est au cœur de mes romans, finalement, se dépose aussi dans les matériaux, dans les objets que je crée. Finalement, tout ce qui sont mes passions... Tu sais, quand j'étais jeune, dessiner, c'était ça que je faisais en revenant de l'école, donc c'était la façon de me détendre, mettons. Mais toutes ces choses-là sont devenues le cœur de ma vie. Fait qu'il n'y a pas vraiment de temps d'arrêt parce que j'ai pas besoin de me reposer. Je suis en train de faire des choses qui sont comme des loisirs, mais professionnellement. Donc, il y a comme une espèce de flou autour de ça qui est particulier parce que je deviens un peu fatiguée
parce que je suis toujours en train d'apprendre des nouvelles choses, je suis toujours en train de faire des choses, puis m'arrêter, je sais pas trop comment le faire, ça. Bref, je me lève à 5h30, puis jusque vers 8h, 8-9h, je travaille dans des trucs à l'ordinateur, idéalement de l'écriture, mais pas tout le temps. Après ça, je prends mon déjeuner, je m'occupe de mes médias sociaux. Après ça, je vais aller me promener avec mon chien pour essayer d'avoir une journée qui va être non interrompue pendant toute la journée par mon chien qui est fatigant parce qu'il veut jouer. Puis après ça, mais tu sais, il est peut-être rendu 10 heures. Là, j'ai encore peut-être 3 heures de concentration numérique que je suis capable de faire. Fait que, tu sais, quand je donne beaucoup de cours, je fais du mentorat, donc là, je relis les textes, je fais des commentaires aux gens, je m'occupe de ma paperasse. Puis à partir de 1 heure, je suis plus dans mon atelier, dans de la fabrication matérielle, de la création. Je prends peut-être 1 heure de pause au souper. Puis après ça, en soirée, je vais faire des tâches plus mécaniques. Par exemple, la gravure, c'est pas quelque chose qui demande de la créativité une fois que l'œuvre est placée. Là, ça demande de la précision, de la méticulosité, mais c'est plus créatif. Donc, je m'installe devant mon écran en haut, puis j'écoute la télé, puis je fais de la gravure, puis là, je vais me coucher, mettons. Ça ressemble à ça. Je me couche très tôt, à 9h. Je suis comme, oh my God. La dimension comme vivre de son art revêt beaucoup de facettes. Je l'enseigne à beaucoup de gens aussi, ça, ce qui est une façon de vivre de son art. Donc, l'enseignement est vraiment un élément important pour moi dans mon travail d'artiste parce que, tu sais, mes revenus de travail autonome sont quand même importants dans mon année, là. Les subventions sont essentielles pour des projets comme ceux que je mène. Donc, en général, quand j'écris un roman, j'ai une bourse, soit du Conseil des arts et des lettres du Québec, soit du Conseil des arts du Canada pour écrire ce roman-là, ce qui crée une stabilisation quand même dans l'année. Puis après ça, ben, tu sais, je suis souvent invitée, pas chaque semaine, là, mais quelques fois par saison, invitée dans des librairies, dans des bibliothèques, dans des cégeps avec le programme Parlez-moi d'une langue. Donc, aller à la rencontre des étudiants ou des lecteurs à travers des programmes qui financent ces rencontres-là, ben c'est une autre partie du fait de vivre de son art. Les droits d'auteur, très honnêtement, sont une part relativement anecdotique de cette dynamique-là. Mais en même temps, sans les livres, tout le reste n'existe pas. Donc, c'est pas vrai que les livres rapportent pas. Je veux dire, tout le reste n'existerait pas sinon, mais c'est pas leur vente spécifiquement qui est la partie la plus rentable, disons. C'est sûr que la précarité est stressante, là. D'être toujours en train de se demander, ben, je vais-tu avoir la subvention pour mon prochain livre? Comme... Ça, c'est une partie qui est plus difficile. Puis sinon, c'est aussi, bien, c'est lié à ça, mais le fait de toujours devoir penser quelques années à l'avance pour se dire, OK, ben quand je vais finir ce projet-là, dans quoi j'embarque pour aller chercher les fonds, pour être sûr que je me retrouve, puis ma prochaine session de cours, comment je la diversifie par rapport aux précédentes, puis qu'est-ce que, tu sais, mettons, moi, je voyage pour mes livres aussi, fait que comment combiner enseignement, voyage, m'assurer que dans les périodes de déplacement, je suis disponible. Donc, tout ce qui est logistique, plus il y a de facettes à une pratique, plus il y a d'éléments logistiques à coordonner. Puis là, je commence à trouver ça un peu plus lourd, cette partie-là aussi. Côté exposition, j'en ai pas encore fait de solo ou quelque chose comme ça, mais je suis en train d'en préparer une. L'endroit que je vise en ce moment, c'est la Maison de la littérature à Québec, qui ont un espace d'exposition, mais qui sont consacrés à la littérature. Fait que ma place dans cette espèce d'écosystème-là, là, c'est comme s'il y avait un lieu qui était dessiné pour accueillir ce que je suis en train de faire. En plus que je fais du livre d'artiste, tu sais, c'est vraiment parfait pour ces environnements-là. Donc, je pense que pour les prochaines années, mettons les 2 prochaines années, je vais me concentrer sur des endroits comme ça, qui ont une double vocation, où finalement ma pratique d'écrivaine m'ouvre des portes. Puis éventuellement, ce que j'espère, c'est qu'en faisant des expos dans ces endroits-là, puis en prenant des photos, puis en montrant qu'il y a eu des expos, tu sais, choisies, bien là, peut-être que je pourrais éventuellement aller en centre d'artistes. C'est vraiment ça le plan. Mais sinon, beaucoup les maisons de la culture, ce genre d'environnement-là me semble très propice parce que ce que je fais n'est pas difficile d'approche tant que ça.
Ça génère beaucoup d'émotions, mais ça exige pas du spectateur une connaissance profonde du milieu artistique pour pouvoir comprendre l'émotion que l'œuvre porte. Fait que je pense que pour des endroits comme des bibliothèques, c'est des endroits où l'art est comme démocratisé, puis ça m'intéresse beaucoup, le fait de pouvoir amener des gens à entrer en dialogue avec l'art sans que ce soit trop compliqué.